Et Nintendo, si vous faites plus de 3 erreurs dans les guidelines, ils refusent votre jeu à vie. Donc, il ne faut pas se tromper. Voilà. Et c'est un enjeu très très important de sortir sur les consoles et surtout sur Nintendo. Voilà. Mais disons qu'à part la question d'Apple, pour l'instant, les diffuseurs sont assez cool. Je ne parlais pas de censure ou de choses comme ça, mais simplement d'être encore inscrit dans les nécessités du médium, c'est-à-dire l'industrie, la distribution, etc. À part Minecraft, je trouve vraiment personne qui peut vendre sans diffuseur, c'est pas possible. À ce moment-là, personne ne prétend à être indépendant. Mais ça n'a aucun impact sur la question ça n'a aucun impact sur la nature de l'indépendance de l'auteur. Il me semble que si, parce que ça reste lié à cette idée de travail d'équipe, etc. Jonathan Blow qui explique que c'est l'industrie qui rend le jeu vidéo stupide, alors qu'il en dépend aussi. Et même Steam, par exemple, on a eu le cas de... Il faut voir quelque chose, c'est que quand tu as produit ton jeu, tu le soumets à un robot. Le robot, c'est Google, le robot, c'est Steam. Mais c'est pas du tout un humain. Il n'y a aucune valeur ajoutée. Hein. Les seuls humains qu'il y a, c'est Apple, justement, parce qu'ils vérifient près. Mais il ne faut pas du tout imaginer qu'il y a un patron avec un gros cigare qui te reçoit, qui regarde ton jeu et qui dit bon, il faut changer ça, comme dans la question des éditeurs et des auteurs. C'est vraiment complètement impersonnel. Et d'ailleurs, c'est tellement impersonnel qu'un très bon jeu d'auteur avec beaucoup de caractère, parce que le robot, il ne va pas le mettre en avant ou quoi que ce soit, parce qu'il n'aura pas du tout perçu ça, il va rentrer dans un cercle vicieux de mauvaise vente, comme il va mal se vendre, le robot va dire c'est pas un bon jeu, il va le mettre derrière, etc. Mais à mon sens, pour l'avoir vécu, la question de l'indépendance de l'auteur et de l'auteur est complètement préservée dans le système de distribution. Voilà. Une question. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi étudier la notion de l'auteur en fait, du point de vue des consommateurs? Parce que si on en est là aujourd'hui, c'est qu'il y a une demande, et comme tu disais, il y a 500 jeux par jour, et voilà, on voit les gens qui téléchargent toujours des nouveaux jeux, et une fois qu'ils en ont fini un, ils en prennent un autre, tout ça, et sans se demander. Et alors, bon, je ne vais pas vous parler des téléchargements illégaux des séries, tout ça, mais moi, quand je vais voir un film, au cinéma, j'aime regarder les crédits jusqu'au bout. Et habituellement, je suis le seul à le faire. Parmi mes copains, il n'y a personne qui le fait, et ils ne comprennent pas, et tout le monde attend la sortie. Bon. Mais c'est quand même, voilà, je donne une marque de respect à l'ensemble de l'équipe créative qui a créé donc, le film, mais toutes les œuvres en fait. Et donc, je me dis, comment ça se fait que les autres, du coup, il manque cette notion-là quelque part dans notre société. Les crédits, ils existent à la fin de Assassin's Creed, par exemple, et ils sont interminables. Oui, je ne sais pas si vous les avez suivis. Ouais, s'ils sont mal designés, c'est... Ouais. Rien qu'à la fin, il y a les bébés nés pendant la production, et là, ça dure pas longtemps. Mais ouais, je sais pas trop... En général, ça dure 20 minutes, et après, il y a marqué deuxième équipe. Oui, équipe à Singapour, et ça... Non, tous les gens, c'est pas, on n'est pas en Chine, c'est-à-dire que tous les gens qui font contribuer à un jeu, leur nom est marqué dans le jeu en général. Par contre, on va dire, peut-être pour répondre, est-ce que le public a besoin d'un point d'ancrage qui serait l'auteur pour identifier une œuvre? Oui, pour la presse, après je sais pas. Et les économistes, les économistes diront qu'un jeu vidéo c'est un bien d'expérience, c'est-à-dire c'est quelque chose dont tu ne peux pas connaître la qualité avant de l'avoir acheté, en théorie, et en tout cas expérimenter, jouer, etc., pratiquer. Donc il y a un problème qui est toujours le même en fait dans tous les biens culturels, qui est comment est-ce qu'on peut juger prévoir a priori la qualité de l'objet que l'on va vouloir avoir, voilà, de notre consommation. Et donc pour ça, il faut des choses qui permettent de réduire l'incertitude en fait. Et l'auteur, ça fait partie, mais encore une fois, dans certaines configurations culturelles, l'auteur, le nom d'auteur, fait partie des éléments qui sont susceptibles de réduire l'incertitude. Puisque un auteur, à partir du moment où il est reconnu comme auteur, et à partir du moment où les gens ont apprécié ses productions précédentes, on va pouvoir se dire, du coup, là je peux y aller, quoi. Comme quand on va voir automatiquement Lily Allen tous les automnes, je sais pas quoi, des choses comme ça. Bon on pourrait imaginer que le nom d'auteur peut faire la même chose sur le jeu vidéo, mais encore une fois ça dépend de la configuration du médium. Et puis en fait il y a plein d'autres éléments qui le font, c'est-à-dire il y a le genre notamment qui est extrêmement important, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a déterminé un genre qui nous plaît, on reste aussi, les classifications de genre ont pour objectif aussi de nous permettre de réduire cette incertitude et de se dire tiens le prochain jeu comme ça il devrait me plaire aussi puisque les précédents
non plus. Il y a évidemment les studios, il y a la critique qui est censée faire ce truc-là, alors qu'elle le fasse ou pas, enfin qu'elle conçoit ton opinion sur l'état de la critique actuelle, c'est une chose, mais il n'empêche que c'est son rôle social, si tu veux, son rôle économique, etc., etc. Il y a un ensemble d'éléments qui permettent de réduire cette incertitude. Je sais qu'il y a des anciens de joystick dans l'audience, et quand Day of the Tentacle est sorti, ils avaient mis en plus, c'est un LucasArts. Et effectivement, il y a des sociétés aujourd'hui, elles produisent des bons jeux. Rockstar, vous pouvez l'acheter les yeux fermés, vous en aurez pour votre argent. Ils ont même fait une simulation de ping-pong, et elle est très très bien. Je me souviens plus de son nom, mais bon, ok, d'accord. Mais en tout cas, c'est très... Ils ont fait une Rockstar qui fait GTA, a fait une simulation de ping-pong. Jouez-y, c'est extraordinaire. Il y avait une question. Oui, alors moi j'ai une question un peu particulière, c'est que donc là on a entendu comment dire, un très bon descriptif de ce que c'est de ce qu'était la notion d'auteur dans différents médiums en arrivant jusqu'au jeu vidéo. Ce que j'ai pas compris jusqu'à présent, alors peut-être que je suis un peu débile ou quoi, c'est qu'est-ce que la notion d'auteur dans le jeu vidéo, au sens quel est le rôle d'un auteur dans le jeu vidéo. Alors je vous pose la question parce que la notion d'auteur, par exemple, dans le cinéma, ça a changé je ne sais pas combien de fois. Au début, c'était le producteur, après, ça a été le réalisateur. Maintenant, dans les séries, on se rend compte qu'un auteur, ça peut être aussi un scénariste, et qu'il y en a plein. Ensuite, pour le jeu vidéo, moi, au début, je croyais naïvement que c'était plutôt le scénariste, c'est-à-dire celui qui est peut-être arrivé avec l'idée de base, et ainsi de suite, qui a écrit un synopsis, et ainsi de suite. Après, pour ma part, j'ai écrit un synopsis de jeu vidéo. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas moi l'auteur. C'est-à-dire que j'ai écrit une idée, une histoire, c'est cool, mais au final, le jeu vidéo a rien à voir avec, qui va sortir, a pas grand-chose à voir avec ce que j'ai écrit au départ. C'est quel jeu? C'est un jeu qui est en prod en ce moment, qui est développé par un copain qui est en train de créer un studio. Mais, peu importe. Tout ça pour dire que, après il se trouve que moi j'ai travaillé dans le jeu de plateau, le jeu de rôle, et là la notion d'auteur a été très récente, c'est-à-dire que c'est un type qui crée donc un scénario et qui s'occupe entre guillemets du game design, c'est-à-dire l'élaboration des règles et ainsi de suite. Ça c'est facile. Maintenant quand on arrive dans le jeu vidéo, quand on arrive sur des équipes d'une centaine de personnes, ça devient vachement plus compliqué. Et donc, je reviens à ma question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un auteur dans le jeu vidéo? C'est qui? C'est le game designer, le scénariste, le chef de projet, le producteur, voilà. Je suis un peu perdu de ce point de vue. Alors de façon sûre, on peut dire déjà c'est le scénariste. Quand vous prenez une société comme Ubisoft par exemple, sur les Assassin's Creed, Dieu sait que vraiment les scénarios sont très mauvais. Ils ont 20 scénaristes. 20 scénaristes et un coordinateur scénariste. Ils produisent des choses de qualité, mais qui sont coupées par les différents techniciens, budgets. Donc à la fin, il n'y a plus grand-chose. Et d'ailleurs, les scénaristes, quand ils parlent, je pense à une certaine Suzanne, je me souviens plus de son nom de famille, qui a fait le scénario de Far Cry, qui bosse aussi avec Ubisoft, et elle milite pour une chose qui est encore plus bête que la situation actuelle, qui est que le scénariste soit plus important que... Non, c'est un travail de front, il faut avancer tous ensemble. Ma thèse, mais je vous invite à l'exposer, c'est que la notion d'auteur est très fragile dans le jeu vidéo. Et il vaut mieux ne pas se la poser, c'est-à-dire elle n'existe pas. Voilà. Et une société peut être un saut de qualité. Tu peux dire le jeu va être bien parce que la société l'a fait, et encore. Donc il faut mieux identifier les jeux comme des œuvres intéressantes. Voilà. Et peut-être sans auteur. Question par là. Après, il y a une question. Alors, j'ai pas du tout d'expérience dans le jeu vidéo. Le dernier, ça devait être Spyro le Dragon, donc voilà. Mais sinon, quand je compare avec l'expérience littéraire, et notamment les collections, le livre dont vous êtes le héros, j'ai l'impression que la notion d'auteur, elle est vraiment chez le consommateur. Et encore, j'aime pas beaucoup ce mot parce que ça rend l'aspect très commercial. Dans les livres dont vous êtes le héros ? Non, de consommateur en général. Et pour le jeu vidéo, j'ai l'impression que c'est un peu cette même expérience qu'il y a avec la lecture. On est le héros Là, on choisit, on est en action, on interprète. Alors je réponds juste et après je te... Est-ce que la notion d'auteur, elle est en une phrase, les livres dont vous êtes le héros, donc Steve Jackson, Ian Livingstone,
pour prendre les plus célèbres dans les années 80, Gallimard, c'est pire que Ubisoft, c'est-à-dire qu'ils ont mis leur nom et c'est des tâcherons anonymes qui sont derrière. Donc on est dans le négrier total, alors que sinon pour les œuvres non interactives ou ludiques, en général la question de l'auteur est respectée. Il y avait encore une autre question. Il y a une réponse. Une réponse là. Je pense que l'un des gros problèmes aussi, c'est la façon de placer le jeu vidéo dans un paysage général où finalement on part de l'œuvre qui normalement est unique et placée dans un lieu et un temps donné, ce qui fait que la Joconde qui est au musée du Louvre, c'est la vraie Joconde et pas les reproductions. Et l'espèce d'aspect hybride du jeu vidéo en tant qu'élément bien expérimentiel, c'est ça ton expression, ou espèce d'élément culturel de consommation qui donne aussi lieu à la création d'une presse spécialisée, prescriptiviste aussi, puisque c'est un bien de consommation, et peut-être cette difficulté de classification de l'œuvre en tant que soit œuvre d'art, ce qui présuppose aussi une expertise dans la création de l'œuvre, ou de biens culturels, ce qui présuppose aussi là une équipe assez énorme de différents experts pour mener à bien une telle entreprise est compliqué. Enfin, je ne sais pas si ça peut répondre ou Enfin, moi je pensais plutôt à auteur égale joueur. Ben, il y a ça aussi. Ça, je pense que c'est la deuxième partie, on va en parler. Mais tu as aussi des auteurs qui sont placés comme Clive Barker par exemple, qui est en fait un romancier et dont on a adapté je crois, Jericho, c'est un jeu. Il a participé à la production. Mais il y a carrément son nom avant le nom du jeu, dans le nom du jeu, ce qui est incroyable, alors que c'est pas le vrai auteur. Enfin, le problème se pose c'est le scénariste et en même temps c'est le nom qui fait qu'on va acheter le jeu derrière. Oui. C'est ça en fait. Et c'était à une époque où les licences étaient importantes. Enfin, cette structure en licence c'est aussi important. Une question. En fait, moi je me pose la question, est-ce que l'auteur au final, dans la notion d'auteur dans le jeu vidéo, ça serait pas le rôle d'un directeur créatif? Je prends par exemple, alors je me rappelle plus exactement, je pense son nom, le directeur créatif de Dark Souls, était à la base directeur créatif sur Demon's Souls, a fait que ce jeu est devenu très populaire. Au final, c'était son nom qui était gage de qualité. Quand Dark Souls 2 est sorti, on a appris que ce directeur créatif ne travaillait pas dessus, qu'il travaillait sur un autre projet qui est sorti récemment et qui a fait beaucoup plus couler d'encre et qui au final est de meilleure qualité que le jeu précédent. Alors que c'était un jeu qui a été fait par la même équipe pendant tout le long, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'au final le directeur créatif est gage de la qualité, donc que c'est que le poste de directeur créatif ressemble plus ou moins à la notion d'auteur qu'on peut tous avoir chacun dans un coin de notre tête. Une meilleure équipe produira un meilleur jeu. La question, enfin moi j'ai beaucoup aimé Dark Souls 2. Non, mais je remets pas en cause la qualité du jeu. Il faut voir que From Software, ça reste des petites équipes par rapport à des jeux très ambitieux. Donc effectivement, quand on a une ressource humaine très importante qui va sur un autre projet, on la perd. Mais je crois que le nom de cette personne c'est Miyazaki. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui on dise c'est le génie de Miyazaki dans Dark Souls. Dark Souls c'est mon jeu préféré, mais je pense que il est bien par une conjonction de choses qui sont vraiment hors de portée des gens qui l'ont créé. C'est-à-dire que c'est un hasard qu'il soit bien. Justement, la critique tente. J'ai déjà vu des articles qui tentaient de mettre en avant Miyazaki. Un exemple concret dans Dark Souls, il y a un événement iconique, c'est vous vous asseyez à un feu de camp et vous vous reposez. Donc tout est lié au feu et à la lumière et toute l'histoire et les thèmes sont liés au feu. Et en fait, c'était décidé au dernier moment, c'est-à-dire que c'était basé sur l'eau et puis ils ont décidé de faire le feu au dernier moment. Et donc du coup, je veux dire, tout a été... vous imaginez à moitié du projet changer le truc fondamental du jeu. Dark Souls c'est incroyable, mais c'est un peu une séquence de heureux hasard. Et pour...
J'aurais peut-être, pour rebondir un peu sur les questions précédentes, celle-ci et les deux dernières, il faut, à mon avis, bien distinguer deux choses. Enfin, comment dire, c'est tout à fait légitime de prendre la notion d'auteur comme une notion descriptive et de chercher qui est l'auteur d'un jeu vidéo. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas la prendre dans ce sens-là, et qu'il faut plutôt la prendre... Enfin, comment dire, que la seule notion descriptive, c'est celle de producteur. C'est-à-dire qu'un jeu vidéo a des producteurs, une équipe de gens qui l'ont fait. Ça, tout le monde est d'accord, tout le monde peut dire qui sont les gens qui ont fait le jeu et qui ne sont pas les gens qui ont fait... Enfin, et qui... Enfin, voilà, moi, j'ai jamais participé à la création d'aucun jeu vidéo, je suis partie d'aucune équipe. Ça, c'est clair. Par contre, le pouvoir de dire qui est l'auteur n'appartient pas ni justement aux auteurs, ni aux producteurs, mais il appartient à des instances qui sont extérieures. Et c'est le cas dans toutes les productions. C'est-à-dire quand on se dit aussi qui est l'auteur au cinéma, c'est pas à nous de décider qui est l'auteur, c'est pas aux gens qui sont dans le cinéma de décider qui est l'auteur. Ça s'est décidé historiquement par un processus à laquelle ont participé des centaines de personnes, et ça s'est décidé par le fait que petit à petit on en est venu à considérer que les réalisateurs étaient auteurs des films. Mais c'est bien deux choses qui sont différentes, parce que être producteur, c'est appartenir à l'équipe. Être auteur, c'est être désigné comme auteur par des instances extérieures qui sont floues, qui sont multiples, qui sont en lutte les unes avec les autres et qui historiquement changent, ce qui fait qu'un même texte peut avoir finalement des auteurs différents au cours des décennies ou des siècles, au fil de l'histoire, mais c'est déterminé de manière externe. Et quand tu posais tout à l'heure la question de est-ce qu'on ne peut pas se déclarer auteur ? Oui, on peut se déclarer auteur. Et une des manières d'être reconnu comme auteur, c'est, à un moment donné, de se déclarer auteur. Et David Cage se déclare auteur. Il passe même sa vie à se déclarer auteur. Après, pour que ça fonctionne, il faut qu'au bout d'un moment, quelqu'un dise « Oui, cette personne-là qui s'est déclarée auteur est effectivement un auteur ». Il a fallu que Flaubert se déclare auteur pour qu'au bout d'un moment, on finisse par le reconnaître comme auteur. Mais il a fallu aussi qu'il y ait toute la critique, tous les gens qui ont pu légitimer Flaubert, expliquer que c'était vraiment un auteur, que plus c'était l'archétype de l'auteur. Et le fait est que ce que Flaubert a fait, des tas de gens ont essayé de le faire à son époque et ils n'y sont pas arrivés. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens, parce qu'ils n'avaient pas les capitaux, parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir qu'il avait, etc., etc. Donc voilà. Et pour faire une réponse simple du coup à la question de qui est l'auteur, si dans une équipe de production sur un jeu vidéo, quand vous n'êtes pas vous-même professionnel du cinéma, du jeu vidéo, j'exclus les professionnels du jeu vidéo, mais si vous n'êtes pas professionnel et que vous ne connaissez qu'un seul nom dans une équipe, c'est sans doute lui l'auteur. C'est la personne que vous connaissez, vous lui attribuez un jeu. Mais c'est une attribution qui est externe, c'est pas une attribution qui est ni interne, ni universelle, ni éternelle. Je sais pas qui était le premier. Juste une critique par rapport à l'auteur dans le cinéma. Bon, il se trouve que moi, dans ce bâtiment, j'ai fait aussi de l'histoire du cinéma à l'époque où c'était les études anglophones. Et moi, on m'avait expliqué de manière très claire que la notion d'auteur dans le cinéma, en fait, c'était une pure stratégie marketing. Et que c'était les déboires du star system et ainsi de suite. Bref. J'ai l'impression que, pour en revenir à ce que tu dis par rapport aux personnes qui s'autoproclament auteurs, j'ai l'impression que justement l'auteur dans le jeu vidéo aujourd'hui, c'est bien souvent des gens qui s'autoproclament auteurs pour lever des fonds, pour trouver des fonds sur Kickstarter, pour faire de l'autopromotion de leur propre jeu et ainsi de suite. L'auteur comme reconnu par la presse, à part Kojima, j'ai pas beaucoup d'exemples d'auteurs qui ont été totalement encensé par la presse au point où le nom ressort dans les esprits de chacun. Sid Meier, j'ai pas l'impression qu'il ait été absolument encensé par la presse avant de devenir célèbre. Si un historien, je suis très curieux d'entendre la réponse. Civilisation et Pirates, dans les années 80, c'était des cataclysmes. D'ailleurs, Sid Meier vient de ne pas sortir un jeu qui s'appelle Sid Meier's Starship et il a juste apporté son nom parce que mais oui, Sid Meier c'est un gros, faut respecter. Même si son dernier jeu c'est pas de lui et son nom et c'est pas bien. D'ailleurs, Sid Meier c'est l'un des premiers où justement le nom du jeu commençait par Sid Meier. Si c'est pas le premier. Il y a aussi la personne qui a fait les premiers Prince of Persia, Jordan Mechner. Ouais, c'est aussi quelqu'un qui s'est mis en avant, mais c'est pas à cette époque-là, c'était pas idiot. Aujourd'hui, c'est vraiment une stratégie. Oui, ça c'était toujours l'antagonisme. Il y a eu des créateurs qui voulaient se mettre en avant,
il y avait une industrie qui ne voulait pas les mettre en avant, et d'autres moments une industrie qui voulait les mettre en avant, mais qui ne mettait pas forcément les bons en avant. Et il y en avait qui ne voulaient pas se mettre en avant aussi, justement. Il y a aussi ceux qui ne veulent pas se mettre en avant. Et il y avait Bruno Bonnel. Ah oui, non, ça c'est pas autre chose. Non, mais par exemple, Looking Glass, pour ne citer que. Ah, Warren Spector. J'imagine. Non, justement, non. Warren Spector, c'était un producteur. Donc, dans le sens, le producteur, celui qui gère le budget, et pas celui qui produit. Donc en fait, non, l'école de pensée Looking Glass, c'est celle qui a donné naissance à ce qu'on appelle l'émergence narrative. Et Duke Church, qui est quand même le gars qui a créé Ultima Underworld, System Shock et Thief, qui a fondu le concept de Thief, en fait, dès 2000, il militait, il a donné une conférence à la GDC en 2000 qui disait « Arrêtez avec la notion d'auteur », c'était « Drag the player onto stage », c'était « Faites monter le joueur sur la scène ». Donc, qu'est-ce que c'est que la notion d'auteur dans un média, en fait, où la création, effectivement, elle est partagée? Absolument. Enfin, je pense qu'on va en parler plutôt dans la deuxième partie. Ah, pardon. Oui, j'aurais des choses à dire. Il y en a qui refusent. Voilà, oui, donc est-ce que justement la difficulté qu'on a à mettre le doigt sur qui est l'auteur, et du coup je pense qu'on peut aussi en parler dans la deuxième partie, c'est le fait que quand on passe, le jeu vidéo, quand on passe à chaque étape, en réalité, il y a une adaptation, c'est-à-dire qu'à chaque étape, il y a une œuvre différente. C'est-à-dire que, comme au cinéma, quand on écrit un scénario c'est une œuvre littéraire, c'est pas un jeu. Quand on va traduire ce scénario en un jeu, c'est une adaptation, c'est pas une traduction. De la même manière, quand on a un game design document, on a un système, on a une logique, on n'a pas de jeu, on l'adapte encore une fois. Et en réalité, les seuls qui ne vont pas adapter leur travail, c'est les programmeurs qui vont travailler sur le logiciel, puisque l'objet final c'est un logiciel. Mais du coup, il y a ce processus où en réalité, à chaque fois, on aboutit à un objet qui n'est pas un jeu. Et le scénariste, quand il écrit un scénario, il n'a pas écrit un jeu, il a écrit un scénario, c'est une œuvre littéraire, c'est pas quelque chose, on ne joue pas un scénario. Et du coup, de là vient cette difficulté à mettre le doigt sur quelqu'un, parce que dans le fond, c'est un peu comme si plusieurs potiers sont en train de travailler la même argile de façon différente et ils se la passent. Chacun la traite pendant plus ou moins longtemps, mais de là à dire qui a donné naissance à l'objet final, il n'y a pas vraiment de réponse. Et c'est vrai que c'est pour ça que je rejoins, j'ai oublié les noms, mais je rejoins monsieur quand il dit que la question d'auteur c'est aussi une question externe, parce que c'est plus pour une question de lisibilité aussi, dire c'est telle personne qui a fait le jeu, comme voilà, en effet, dans le cinéma, le réalisateur, c'est un organisateur, mais il masque le travail du chef-op, il masque le travail du scénariste. Il y a tout un travail derrière qui n'est pas considéré. Et c'est pour ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'auteur, et c'est pour ça que je rejoins monsieur quand il dit, l'autre monsieur, quand il dit qu'il n'y a pas vraiment on ne peut pas vraiment donner d'auteur, mais on voit que, par exemple, j'ai oublié qui c'était, mais quand on mettait en avant une jeune femme dans le cadre de la sortie d'Assassin's Creed, voilà, et qu'on la présentait, on la mettait en avant, et moi j'ai eu des gens qui m'ont dit « Ah, regarde, la fille qui a fait Assassin's Creed, elle est jolie, etc. » Et donc on voit que non seulement il y a cette résurgence de l'idée d'auteur pour des questions de visibilité, mais en effet, ça rentre aussi dans des logiques marketing qui sont évidentes. Ça me semble encore plus compliqué que ça. Au niveau de certains jeux, je pense à I Have No Mouth and I Must Scream, qui est un vieux jeu des années 90, où l'auteur, c'était une nouvelle, et l'auteur de la nouvelle a participé, je parle sous contrôle de Harlan Ellison, a participé aussi à la création du jeu, a complété d'ailleurs sa nouvelle, donc ce qui le met à la fois dans la position d'un auteur classique et en plus d'un des membres de l'équipe du jeu. Et je crois qu'il a prêté sa voix aussi à l'antagoniste. C'est l'auteur original, mais c'est aussi un contributeur extrêmement important à cette production-ci. Donc effectivement, l'auteur et le potier peut être un potier multiple aussi, quoi. Complexifie la chose. C'est intéressant, on peut creuser cette histoire parce que on a essayé de mettre Damasio là, dans un jeu qui s'appelle Dontnod, je
je me souviens. Voilà, et en fait la collaboration, alors déjà, effectivement il y a une filiation livre dont vous êtes le héros, jeu d'aventure, ok, et même jeu de rôle, papier, jeux vidéo en général. Mais dans les années 80-90, il y a eu cette folie d'associer des... Enfin, pas cette folie, cette obsession d'associer des auteurs écrits et des jeux vidéo. Bétri et la Tronc d'Or. Les jeux, d'ailleurs, les jeux étaient séparés en actes ou en chapitres. Chapitre 1, chapitre 2, comme des livres. Et ça marche pas très bien, en fait. Et là encore, on était dans un phénomène de starification. Et j'ai une anecdote assez amusante. Orson Scott Card, qui était un auteur très très bankable, il a fait Under. Eh bien, il est juste arrivé les mains dans les poches, il était en train de faire Loom. LucasArts faisait un jeu vidéo qui s'appelle Loom, et on dit est-ce qu'on peut mettre ton nom en générique? Et il a dit oui. Et du coup, vous voyez Scott Card au générique de Loom, alors qu'il n'a rien fait. Et il est aussi au générique de Monkey Island, qui est un bon jeu, Monkey Island, puisqu'il a fait les duels d'insultes. Et il est au générique de The Dig. Et il a fait tout dans The Dig, scénario, non pas scénario, c'était un Spielberg, mais il a fait tous les dialogues. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que dans The Dig, c'est assez mauvais. Et plus un auteur confirmé dans les livres, qui sait écrire des histoires pour des livres en papier, se lance dans le jeu vidéo et respecte son art, moins il fait de bons jeux vidéo. Plus il fait... Non, ces jeux vidéo ne sont pas très bons. Alors, parce que écrire pour le jeu vidéo, c'est très particulier. Vous ne pouvez pas du tout... Enfin, il faut complètement désapprendre et repartir de zéro. Il vaut mieux d'ailleurs pas être auteur. Voilà. Franck, tu as une question? Ouais, juste pour rappeler que, écoutez, je me trompe, mais il me semble qu'en droit français, le jeu vidéo est une œuvre collective. Tout simplement, donc ça peut s'appliquer aussi bien au scénariste qu'au graphiste. Pour les graveurs, ça me paraît difficile, mais pourquoi pas, etc. Voilà, j'ai fait. Je trouve ça, alors je rebondis encore là-dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le jeu vidéo, alors je vais caricaturer, mais dans le jeu vidéo, on peut se lever le matin et dire tiens, je vais faire un Assassin's Creed. Et l'appeler Assassin's Creed, et vous le sortez et vous allez avoir des petits ennuis, mais en gros ça va passer. Tandis que dans le monde du cinéma ou dans le livre, on essaie quand même de pas trop plagier. Voilà. Non mais ce qui fait qu'on a... Enfin, c'est pas anormal, et d'ailleurs on vient me voir et on me dit tiens, ça te dirait de faire un clone de tel jeu? Bah non. Mais c'est complètement pas normal, et je vais creuser cette histoire, je vais vous raconter une véritable anecdote. C'est que j'ai fait un jeu vidéo qui s'appelle Out There, je vais la présenter à Boston, à la PAX, et je rencontre Mike Ledlow, le créateur de Mass Effect, de Dragon Age, ça, il vient voir, il dit, je savais pas que c'était, oh super jeu, tout, ça ressemble un peu à Mass Effect 2 quand même, et je dis, ouais, un petit peu, comme ça, il dit, non mais c'est bien, il me tape sur les poings, il dit, c'était cool, vous avez fait un bon jeu, ça va. Et un an après, à la Gamescom, boss de Daedalic et le boss de Yaeger, les deux, ils viennent voir, ils disent, super jeu, bon, on va le cloner. Et Daedalic, il pousse le bouchon un peu plus loin, il dit je vais vous envoyer un mail parce que vous allez m'expliquer comment vous l'avez fait. Hein. Et il nous a vraiment envoyé un mail en disant mais comment vous avez fait les typologies d'étoiles, comment vous êtes renseigné, tout ça, et je lui ai répondu. Ce qui fait qu'on a un peu copié le jeu, moi je ne vais pas dire ça pour mon côté intellectuel, on a fait un jeu qui ressemblait à un autre, et il va y avoir des jeux qui vont ressembler au nôtre, qui vont avoir peut-être un nom qui est hyper similaire au nôtre, et tout le monde s'entend très bien, et ça se passe très très bien, mais ça, et c'est pour ça que si demain on vous dit, des Français qui vont vous dire ça, il faut défendre le droit d'auteur en jeu vidéo, réfléchissez-y à deux fois, c'est pas tout à fait sain. Voilà. On a un territoire d'expérimentation où il n'y a pas de droit d'auteur à proprement parler, et c'est assez intéressant. Et il n'y sera jamais parce qu'il y a la Chine, et la Chine qui est un poids lourd dans l'économie, et donc ça très peu de chances que ce soit respecté. Une question. J'ai deux points qui me perturbent un petit peu et déjà en fait je suis un peu gêné parce que j'ai l'impression qu'en parlant d'auteur on parle beaucoup de l'être de l'auteur, de ce qu'il est, ce qui le définit de l'extérieur, de sa légitimation, et je n'ai pas beaucoup entendu parler du faire de l'auteur, de ce que fait l'auteur, de ce qu'un auteur devrait faire, et que finalement si être auteur c'est juste avoir une marque, être un symbole, finalement, on n'a même pas besoin d'une personne. Il suffirait de coller n'importe quel nom qu'on inventerait, on trouverait que c'est un auteur. Mais peut-être qu'être auteur, dans son action, c'est peut-être quelque chose qui renvoie davantage à son identité, à son histoire. Et ne peut-on pas trouver des jeux vidéo qui sont justement témoignages de jeux qui justement témoignent d'une identité marquée qu'on peut retrouver à travers plusieurs jeux. Je ne parle pas justement de sorte de genre
Je parle véritablement de quelque chose où dans une succession de jeux, on pourrait dire, bon voilà, on peut dire, voilà, tel jeu c'est de tel auteur ou de tel auteur, parce qu'on voit bien qu'on a des aspects, que ce soit graphiques, des choix esthétiques ou des choix de gameplay, qui sont totalement différents, et on peut dire qu'il y a presque une stylistique. Bon, ça c'est ma première remarque, c'est quel est ce positionnement sur le faire de l'auteur. Ma deuxième remarque qui me perturbe, c'est que on entend beaucoup parler d'Assassin's Creed, de Sid Meier's, qui sont des noms de jeux qui ont été commercialisés, qui sont extrêmement connus, qui appartiennent déjà à une certaine époque, qui, mine de rien, sont déjà assez dépassés en fait aujourd'hui, compte tenu de la vitesse du jeu vidéo. Mais quel est le positionnement sur le jeu indépendant, amateur, expérimental,